Alors en effet, la première question à laquelle on a essayé de répondre dans cette étude, mais qui est véritablement cette femme digitale? Ça marche? Non? Bon, bon, eh ben on va faire sans. Et donc, une des premières questions, alors non, hop, c'était ça, voilà. Une des premières questions qu'on avait posées, c'est finalement, est-ce qu'il y a une différence entre un homme digital et une femme digitale? Et là, à 89%, les hommes ont dit non, pas de différence, et les femmes, à peu près la même chose, à 79%. Mais quand on creuse un petit peu, on se rend compte que les termes qui sont derrière digital pour un homme et pour une femme sont finalement assez différents. Pour un homme, on est souvent dans la technique, le développement, etc. Alors que pour les femmes, on est souvent plutôt sur des aspects un peu soft, des réseaux. Et d'ailleurs, l'étude le montre bien, hein, à 40%, les gens considèrent qu'une femme digitale, c'est une femme connectée qui utilise les outils numériques. Et ça, pour nous, ça soulève une vraie question. C'est aujourd'hui comment les femmes peuvent devenir plus productrices du digital et pas simplement des utilisatrices. Surtout qu'on le sait, hein, beaucoup d'études. Dernièrement, la Harvard Business School a montré que les entrepreneurs au féminin étaient finalement plus successful que les hommes. Donc, il n'y avait pas de raison d'avoir honte et de se lancer. Donc, Constance, comment on fait pour pousser les femmes vers plus de techniques et devenir les productrices du digital? Oui, Anne, vous posez bien la question. La clé, c'est la formation et l'éducation. Il est absolument essentiel, vital, que les femmes, les filles, les jeunes filles choisissent beaucoup plus les filières technologiques, techniques, scientifiques. Comment faire ? Comment faire pour inciter les fillettes, les filles, les jeunes filles à surmonter les éventuels freins, barrières intimes, internes, psychologiques qu'elles ont ? D'abord, travailler à la racine, dès le plus jeune âge, dans les systèmes éducatifs, mais également dans l'éducation que prodiguent les parents, à lutter contre les stéréotypes, lutter contre toute forme de ségrégation, discrimination dans l'éducation, dans l'organisation des classes, dans le type d'éducation donnée dans la famille, qui conforte les stéréotypes et qui conforte la différenciation sexuelle qui n'est pas susceptible de permettre aux fillettes, aux filles, aux jeunes filles de se lancer et d'aborder avec confiance, avec self-esteem, les filières. On le sait, les filles sont assez rapidement, même fillettes, susceptibles de considérer qu'elles sont moins brillantes que les garçons. Elles se considèrent plus travailleuses, mais moins brillantes. Voilà, on voit bien que la clé, c'est orienter dès le plus jeune âge vers des filières scientifiques, techniques, technologiques. Il n'y a pas de frein, il n'y a pas de barrière. Alors, comment est-ce que les pouvoirs publics, comment est-ce que l'Europe peut aider en cela? Alors, tout d'abord, l'Europe, c'est vous. C'est nous tous, nous toutes, les institutions européennes. Elles peuvent d'abord servir de gigantesques plateformes, une plateforme entre les États-nations qui composent l'Union européenne pour échanger les bonnes pratiques, pour faire du benchmarking entre les systèmes de formation, les systèmes éducatifs qui marchent et qui arrivent plus aisément à orienter les filles et les jeunes filles vers des filières techniques, technologiques et scientifiques. Donc échanger les bonnes pratiques, travailler peut-être en soutien, en accompagnement des États-nations qui composent l'Union européenne pour que leur système éducatif intègre dès le plus jeune âge et encore une fois de manière non genrée, non différenciée, l'appropriation des outils numériques. Et puis après, il y a des initiatives pour augmenter peut-être le nombre d'études qui permettent vraiment de voir l'efficacité d'un certain nombre de campagnes de communication, de campagnes de promotion. Tout cela, ce sont des choses que les institutions européennes peuvent faire. Et puis des actions de communication également, par exemple à travers la Semaine européenne du code, à travers la mise en réseau de toute une série d'initiatives qui se font jour dans les pays européens. Encore une fois, être une force d'incitation, une force de soutien, d'accompagnement des États membres. La clé, encore une fois, c'est surmonter les stéréotypes, les traditions, certaines forces conservatrices pour aller vers l'appropriation des filières techniques et scientifiques. Donc plus de femmes productrices plutôt que simplement utilisatrices du digital. Certainement. Parce que voilà, un autre résultat de l'étude, c'est que clairement, que ça soit hommes et femmes, et c'est intéressant parce que vraiment, et on verra plus tard, par moment, les hommes et les femmes ne sont pas forcément d'accord, mais sur cet élément-là, tout le monde considère que le digital est un vrai accélérateur dans la carrière professionnelle des femmes, que ça les aide, ça enlève des barrières, hein, ça donne plus de flexibilité dans le travail, mais également, les femmes soulignent que
que ça leur ouvre des réseaux. Delphine en parlait juste avant, mais c'est véritablement un point essentiel du digital. Et un des autres points également, c'est que les femmes considèrent qu'en effet, les entreprises qui ont fait leur transformation digitale offrent des perspectives beaucoup plus importantes aux femmes. Donc on voit bien que le digital peut être véritablement un vecteur de la progression professionnelle des femmes. Mais là-dessus, les femmes sont quand même pas non plus, on va dire, elles se posent de vraies questions et elles voient bien que le digital ne peut pas suffire. Il est important que l'égalité entre les hommes et les femmes soit une vraie problématique des entreprises. Oui, il faut que les entreprises se transforment digitalement. Oui, il faut que les outils soient poussés dans l'entreprise, mais il est important que les dirigeants mettent l'égalité hommes-femmes au centre de la politique. On a 80% des femmes, en France ça atteint même 90% des femmes qui considèrent que c'est absolument une priorité et que ça doit être poussé, et même 75% des femmes poussent l'idée qu'il faut qu'il y ait des indicateurs de suivi par rapport à ça. Donc ça nous amène à cette question après des quotas qu'on verra tout à l'heure. Mais ce qu'on voit, c'est que malgré le digital, on voit que ça offre plein de perspectives, mais les femmes continuent à penser qu'elles n'ont pas les mêmes chances que les hommes pour réussir professionnellement. Et ce qui est intéressant, c'est que là, les hommes ont plutôt un avis contraire. Eux, ils considèrent à 66% que les femmes ont exactement les mêmes chances de réussir dans une entreprise. Voilà. Les femmes, à 53%, disent non, et les hommes disent à 66% oui. Et on voit là aussi des différences au niveau international. Par exemple, aux États-Unis, on voit que les femmes sont encore plus pessimistes par rapport à ça, alors que l'Asie, finalement, est plus optimiste sur ça. Donc oui, digital, très bien. Oui, oui, ça ouvre des perspectives, mais quand même, le plafond de verre continue à exister. Et ce qui est intéressant, c'est que alors que les femmes disent oui, il faut absolument que l'on mette des indicateurs, etc., on se rend compte que les femmes sont plus pessimistes finalement dans les pays où il y a eu des quotas qui ont été mis en place. Et c'est vraiment, on a eu une espèce de régression pratiquement magique, donc qui montre que finalement les quotas ne sont pas non plus la panacée pour arriver à faire cette égalité. Donc Constance, comment on peut plus pousser quota, pas quota? Quelle place pour le législateur dans cette vaste question? Alors, je reste totalement convaincue qu'une politique d'incitation volontariste et la mise en place d'instruments contraignants, les quotas de femmes dans les conseils d'administration des grandes entreprises, peut être la clé d'une plus grande présence des femmes au poste de responsabilité. Et j'entends bien le jugement un peu mitigé que certaines femmes et certaines catégories d'âge portent sur cette pratique de quotas, mais je reste persuadée que dans les pays européens, ils sont une bonne dizaine qui ont des législations nationales qui ont visé, à commencer par le nôtre, à introduire des quotas dans les conseils d'administration des grandes entreprises. Il y a quand même des choses qui bougent, parce que c'est important d'avoir des mécanismes qui travaille à la considération, la reconnaissance, la valorisation, la production de role model. Et pour cela, il faut des mécanismes incitatifs, voire contraignants. Les quotas, pour moi, comme ils le furent en politique, d'ailleurs, avec un succès incontestable, même s'il n'est pas encore satisfaisant à 150%, on est bien d'accord, il y aurait beaucoup à dire, sont un mal nécessaire, sans jeu de mots ou avec jeu de mots, toutes les orthographes sont possibles, mais ne sont pas suffisants en tant que tels. Mais il s'agit quand même d'un marqueur politique et d'un marqueur de volontarisme politique. Évidemment, l'égalité homme-femme doit être placée au cœur du projet de chaque entreprise. C'est une question de justice, c'est une question d'équilibre, c'est une question de bonne optimisation des ressources humaines. Donc c'est une question d'efficacité. Et pour le business, l'efficacité, c'est primordial. Et donc il faut trouver des mécanismes donc, contraignants à travers des lois. Il y a un projet de directive européenne un peu inspiré, je dirais, des lois norvégiennes et françaises qu'on appelle Women on Boards Directive, qui vise à proposer à tous les États membres de l'Union qui ne l'ont pas encore fait d'avoir ces instruments incitatifs
de quotas de femmes. La directive qui a été votée en première lecture au Parlement européen avec beaucoup d'enthousiasme est malheureusement maintenant enlisée dans des querelles, je dirais, nationales. C'est fort regrettable, mais il n'y a pas que ce sujet-là des quotas. Il est très important qu'il y ait une pression politique, une pression de nous, les femmes, une pression de la société et une prise de conscience urgente qui se fasse de la nécessité de vraiment appliquer toutes les dispositions, qu'elles soient européennes ou nationales, qui existent par exemple en matière de réelle égalité salariale. 17% en moyenne dans l'Union européenne d'écart salarial entre les hommes et les femmes, ça reste totalement inacceptable. Il faut donc là améliorer peut-être les instruments de compréhension, de décodage, sans jeu de mots, d'analyse des raisons pour lesquelles subsiste, malgré des dispositifs de législation européenne ou de législation nationale, cet écart salarial, qui est d'ailleurs encore plus grave, je dirais, que cela, même si 17% c'est déjà à la fois inacceptable et incompréhensible, mais ça a des répercussions à la fin des parcours professionnels. Quand il s'agit de passer à l'âge de la retraite, les écarts de retraite, les écarts de pension de retraite entre hommes et femmes, c'est une moyenne nationale à l'ensemble de l'échelle du territoire de l'Union, sont dans l'ordre de 40%. C'est absolument intolérable et ça entraîne des situations d'énorme précarité, d'énorme pauvreté pour toute une série de femmes âgées. Quand on connaît la démographie européenne, on ne peut que se sentir concerné par cela. Donc il faut inciter effectivement à la mise en place d'indicateurs, la pression politique, la pression de l'opinion publique. Peut-être il y a déjà quelques initiatives qui existent de trophées qui sont remis à des entreprises, petites, moyennes ou grandes, quand elles sont véritablement exemplaires, on va dire ça comme ça, en tout cas très proactives en matière de réalisation d'objectifs d'égalité salariale, d'égalité dans l'accès aux postes de responsabilité. Là aussi, l'espace européen peut être un espace d'échange des bonnes pratiques et un espace de stimulation et d'encouragement. Les cultures nationales, historiques sont plus ou moins marquées. L'idée que l'égalité homme-femme n'est pas forcément vécue de la même façon dans tous les États membres. Or, c'est un principe fondateur du projet européen. C'est un principe fondateur depuis les origines de l'aventure européenne, depuis le traité de Rome, depuis 1957. Mesdames, Mesdemoiselles, l'égalité homme-femme est au cœur du projet européen. Donc, c'est un combat aussi pour les valeurs, les principes du projet européen qu'il faut que chacun s'approprie. Et on doit augmenter la pression pour que les instruments soient réellement appliqués dans les entreprises, dans le secteur public, dans toutes les catégories d'activités professionnelles. Alors, je vous entends bien, mais quand j'entends aussi les personnes qui ont répondu à cette étude, on a eu quelques surprises et des sueurs froides. C'est qu'on se rend compte que, alors qu'en moyenne, 64% des femmes considèrent qu'en effet, leur sexe ne les a pas aidées, on voit que les jeunes sont encore plus pessimistes, en fait, que les personnes, les catégories les plus âgées. Donc, on voit qu'on a quand même à la fois un manque de confiance de la plus jeune génération, hein, même si ce sont souvent la génération qui utilise plus le digital, etc., mais qui se projettent de moins en moins et considèrent en effet aujourd'hui encore que leur sexe va être un frein pour se projeter dans le futur, et on le voit de manière très très claire, hein. C'est-à-dire qu'en effet les plus de 45 ans, alors sans doute parce qu'arriver plus dans l'entreprise, etc., finissent par se dire bah oui, non, finalement ça va le faire, même si c'est pas très positif, mais les jeunes n'ont pas cette confiance-là. Donc oui, il y a une vraie urgence, hein, et on le voit bien, à pousser pour donner confiance, pour créer des rôles modèles et pour mettre en place un cadre de travail qui permette à tout le monde de se projeter. Alors, la bonne nouvelle, hein, c'est que quand même, tout le monde est conscient que le digital sera un outil. C'est un outil pour contribuer à justement faire tomber ces barrières, à aider les femmes à s'épanouir dans le travail, à trouver des nouvelles opportunités, hein, parce qu'on a dit c'est une façon de faire des réseaux, mais c'est aussi une façon de se réinventer, de créer des opportunités professionnelles. Et ça, tout le monde est d'accord. Et d'ailleurs, les femmes, plus que les hommes, les femmes considèrent véritablement que le digital est absolument indispensable dans les entreprises. Et elles considèrent aussi, hein, à plus de 73%, qu'elles ont une place à jouer dans cette transformation digitale. Donc véritablement, hein, dans cette étude-là, hein, ce qu'on pousse, c'est que, mesdames, il y a encore beaucoup de travail, il y a beaucoup d'espoir, et le digital nous offre plein d'opportunités, mais il ne faut pas non plus que les dirigeants considèrent que faire une transformation digitale, donner finalement des outils qui permettent aux femmes de mieux organiser leur vie personnelle, vie professionnelle, suffit. Il
il faut également qu'on continue à travailler de manière systématique sur cette question de l'égalité et de l'équité, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Tout à fait. Le maître mot, vous l'avez dit, Anne, c'est la confiance, self-esteem, confiance en soi. Aucune barrière ne peut résister au déploiement de l'énergie et du talent féminin. Aucune barrière. Nous n'avons aucune raison de considérer que le risque et les dangers, l'instabilité professionnelle, toutes ces choses qui peuvent apparaître un peu menaçantes nous sont fermées. Nous n'avons aucune raison de considérer que la compétition, la concurrence, la rivalité, le combat, ça n'est pas pour nous. Nous n'avons aucune raison de penser que nous ne pouvons pas être animés autant que les garçons, parce que ça commence dès le plus jeune âge, par l'esprit de conquête, par le goût du pouvoir. Hein. Le thème de la Journée internationale des droits des femmes cette année, choisi par les Nations Unies, c'est Women's Economic Empowerment. Il n'y a pas de bonne traduction française pour le mot empowerment. On dit émancipation, autonomisation. Dans empowerment, il y a power. Voilà, le moment est venu, sans tabou, sans aucune crainte, de prendre le pouvoir. C'est le moment. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous.